Merci beaucoup, beaucoup d'être là ce soir, d'être venus si nombreux comme d'habitude. Merci. Et merci d'accueillir M. Chalmani. Donc merci d'être venu jusqu'à nous pour ce très beau livre que nous avons beaucoup, beaucoup aimé. Et voilà. Et donc je lance la rencontre. Merci. Okay, merci. Alors bienvenue. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né à Téhéran, vous êtes exilé en France avec votre famille en 1985. Puis vous avez fait des études d'histoire, vous êtes lancé dans le journalisme et activité que vous continuez, puisqu'on peut le voir par exemple dans le 28 minutes d'Arte assez régulièrement. Et enfin depuis 2 livres, la littérature, puisque vous avez publié un premier livre en 2014, Roménie Sadémois, qui n'est pas tout à fait un roman, qui tient plutôt du récit, du pamphlet, de l'essai, sinon, et qui alterne d'ailleurs les souvenirs, les anecdotes et des réflexions qui a certains liens d'ailleurs avec ce roman qui paraît aujourd'hui, Les exilés meurent au cinéma, qui là pour le coup est un véritable roman, même si on reconnaît des choses qui sans doute sont inspirées de votre vie. Et alors je voulais dire avant de commencer que moi c'est un livre qui m'a absolument passionné, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment de la très grande littérature, parce que c'est un livre qui est à la fois qui tient à la fois du roman, du conte, peut-être même du conte philosophique, mais dans lequel il y a aussi des réflexions sur l'histoire, sur la politique, sur le désir, sur la liberté, hein, finalement. Et c'est un livre, c'est ce qu'on disait à l'instant avant de commencer, qui est en même temps très intéressant, dans lequel il y a beaucoup de réflexions, et aussi qui est parfois aussi très amusant à lire, hein, dans lequel il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de choses très, très piquantes. Alors, je voulais en fait commencer très simplement, peut-être avant de donner quelques éléments d'intrigue, hein, tout simplement, de vous interroger sur... en fait, si j'avais vraiment voulu commencer par le début, j'aurais commencé par les 3 citations que vous donnez au début du livre, qui sont assez éclairantes, mais finalement je me suis aperçu qu'elles sont éclairantes une fois qu'on a lu le livre. Et en fait, il faut revenir à ces citations une fois qu'on a... Enfin, à mon avis. Par contre, on pourrait peut-être parler du texte qui ouvre le livre, qui est un prologue. Alors, peut-être, est-ce que vous voulez dire quelques mots d'abord? On pourrait lire le prologue et en parler ensuite. Eh bien oui, on peut commencer par le lire, si vous voulez. Je lis mal, je vais faire un effort pour lire doucement et tout, faut pas me précipiter. Quand j'ai la chance, mon père n'est pas là, je me fais toujours engueuler quand je lis. Là, je vais vraiment faire un effort, parce que la dernière fois, je me suis fait engueuler pendant 2 jours. Ah ouais, il est rude. Là, j'ai essayé. Donc là, c'est vraiment le tout début du roman. Toute histoire commence un jour quelque part. Un jour anodin, pareil à tous les autres, où soudain tout s'accélère, tout s'emballe et se détériore. Ou bien un jour singulier, espéré, peut-être redouté, une croix rouge sur un calendrier, passage radical d'un avant à un après. Cette histoire débute un jour où un avion décolle de Téhéran pour atterrir à Paris. Dans cet avion, il y a une majorité d'Iraniens. Des Iraniens tendus, ce sont des vaincus. Des royalistes obtus qui regretteront pour le restant de leurs jours le dernier Shah d'Iran, mais aussi des communistes figés, révolutionnaires amnésiques, qui maudissent les Américains en levant le poing. Ils ont passé d'innombrables contrôles de sécurité, montré passeport et visa, répondu aux questions intrusives, évité les regards ombrageux des gardiens de la morale mon cul. Et pourtant, ils scrutent, anxieux, la piste de décollage, puis les nuages, suivent des yeux les hôtesses, chuchotent, sursautent au moindre bruit. Ils savent tous que c'est un jour comme celui-là, une transition qui entérine leur défaite. Enfin, l'hôtesse de l'air aux couleurs d'Air France annonce que l'avion vient de quitter l'espace aérien iranien et que l'alcool est dorénavant autorisé. On entend alors un long soupir de soulagement,
Les femmes retirent leur voile d'un geste brusque et définitif. À l'atterrissage, il n'y a plus une seule goutte d'alcool dans l'avion et c'est en titubant que ces Iraniens foulent le sol parisien. Parmi eux, il y a une femme, Niloufar, surnommée Nilou, et son mari Siamak, qui a les cheveux blonds et les yeux verts du nord de l'Iran, et leur petite fille Shirin, qui a les cheveux du père, les yeux noirs, la peau très blanche et le nez grec. On se demande encore d'où lui vient ce nez inédit dans la famille. On se le demande en plissant les lèvres, en interrogeant le passé, les guerres, les invasions qui ont introduit ce nez grec dans ce visage déjà si peu perçant. Et dans le ventre de Nilou, il y a aussi le tout petit frère. Ils quittent leur pays de naissance, le pays où ils ont vécu jusqu'alors. Ils partent en abandonnant presque tout et en espérant presque rien. Ils sont des exilés comme les autres, tourmentés par les mêmes questions, étouffés par les mêmes doutes, assommés par l'histoire. Nilou n'attend qu'une chose, retrouver ses 3 sœurs, Mitra, Zizi et Tala, réfugiées à Paris. Siamak est déjà un fantôme qui déambule et se cogne contre les murs, les tantes, l'oncle, le grand-père, sa femme et le destin. Shirin va retrouver son grand amour d'enfance, sa tante Tala. Nul ne sait encore rien du tout petit frère. Et personne dans cet avion n'ose se poser ce jour-là davantage de questions. Sinon, ils retourneraient vers le pays natal, à la banalité de leur vie, et oublieraient tout le reste. Le reste, à savoir, la révolution islamiste, la guerre et leur défaite. Nous sommes en septembre 1980 et quelques, et Téhéran est bombardé presque chaque soir. Je n'avais que 8 ans, je portais le nom d'une antique reine arménienne dépressive, certainement vierge, et mon visage était un point d'interrogation. Merci. Ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup de choses m'intéressent dans ce prologue, mais notamment le fait que ce soit le lieu vraiment d'un avant et un après, puisque les personnages qui sont dans cet avion sont entre 2 mondes en quelque sorte, entre leur vie d'avant et leur vie d'après. Et je me suis demandé, parce qu'un prologue finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est prologos, avant le langage, quoi. C'est presque un avant du livre, c'est ce qu'il y a avant que le livre, que le roman commence réellement. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué dans cette phrase, parce que j'ai perdu mon... Mais... Oui, voilà. Et donc voilà, c'est d'abord pour savoir si ce que vous entendiez par le mot prologue, quelle est sa fonction à ce prologue, et je me suis demandé si il n'avait pas également la fonction de faire le passage entre un avant et un après, et peut-être entre un livre et l'autre, peut-être entre le précédent livre et celui-ci. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est pas faux effectivement, parce que tous les départs se ressemblent étrangement, donc c'est avec ce temps qui devient un temps suspendu et peut-être le dernier reste d'Iran avant d'être plongé totalement dans la France. Je pourrais dire que c'est exactement comme ça. Effectivement, alors si tout le reste ne s'est pas passé exactement comme ça dans la vraie vie, c'est vrai que là, l'avion, quand on dépasse l'espace aérien iranien, l'alcool qui a autorisé les femmes qui retirent leur voile, je pense que voilà, c'est le dernier souvenir quelque part que j'ai d'Iran avant qu'on dépasse l'espace aérien. Donc ça, tout se ressemble. Donc c'est vrai que ça, c'est peut-être... J'avais jamais pensé, mais effectivement, c'est un lien entre l'Iran et la France, entre le premier livre et le deuxième. Et j'y tenais parce que dans l'exil, le premier effet de l'exil, c'est le grand dévoilement. Avant d'être totalement figé, c'est vraiment le grand dévoilement. C'est quand vous vivez avec vos habitudes, votre quotidien, vous êtes entouré de gens que vous connaissez, ils se lèvent le matin, ils vont au boulot, il y a quelque chose de naturel. Et l'exil casse tout, puisqu'il n'y a plus d'habitude, il n'y a plus de quotidien. Et donc toute l'histoire de Shirin, de mon héroïne, c'est que très rapidement, elle va découvrir le vrai visage de sa famille, et c'est cette espèce de grande mise à nu. Donc, il y a 2 choix à partir de là dans l'exil. Il y a ceux qui décident de reconstituer un bout de pays artificiellement créé dans le pays d'adoption. Donc c'est ce que vont tenter, puisqu'ils vont continuer une révolution qu'ils ont déjà perdue ces tantes staliniennes. Et elle, l'héroïne, c'est pour ça que j'ai choisi une enfant, même si c'est aussi une solution de facilité pour la littérature de choisir une enfant. Là, elle était particulièrement utile, parce qu'elle a 8-9 ans. Donc elle n'est pas encore touchée par la maladie de nostalgie. Ça arrivera quand même, hein. À un moment ou à un autre, un exilé, inévitablement, devient nostalgique. Mais elle a encore le choix. Elle a encore cette possibilité-là qu'elle désire. Donc elle peut choisir par rapport aux adultes qui sont déjà figés. Et là arrive le deuxième effet secondaire de l'exil, qui est le fait qu'on est figé.
Et là, Nicolas parlait d'humour. C'est vrai quand tout exilé qui a des velléités d'écriture veut écrire son roman de l'exil, c'est inévitable. On a une espèce de petit trésor d'anecdotes. Rien que le fait du petit pas de côté, puisqu'on regarde la France avec d'autres yeux, ça va être l'occasion d'un drame. Moi, j'aime pas du tout le drame, on en vit assez au quotidien, je préfère en rire. Donc c'est aussi une occasion d'aller chercher dans cette boîte à trésors. Par contre, il y avait une chose que je ne voulais pas, c'est que je voulais pas un livre pathétique et larmoyant où on chiale, parce que nous, on l'a pas vécu comme ça, parce qu'aussi tragique qu'ait pu être l'exil, comme le sont tous les exils, c'est quand même très très drôle aussi. Et je pense qu'on a toujours deux choix, mais moi je préfère rire. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai hésité à appeler ce livre Les exilés sont des salauds comme les autres. Mais bon, c'est plus joli avec amour, parce qu'on se fait toujours avoir par l'amour au final, mais pour une seule raison, c'est que l'exil ne sanctifie pas l'exilé. C'est qu'un exilé reste... si tu étais un salaud dans son pays d'origine, l'exil ne va pas le sanctifier. Donc c'est quand même très important. Un exilé, il continue d'aimer, de détester, d'avoir des idées à la con, de s'engager bêtement. Et c'est justement ça qui le réhumanise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, inévitablement, écrivain ou pas, en plus, je suis tombée dans la marmite de l'actualité. Je pense que quand on est avec une révolution, une guerre et un exil, on est un peu drogué à l'actualité. Donc inévitablement, en l'écrivant, il y avait en plus le drame des migrants. Et plus ça arrivait, et plus j'avais envie de m'éloigner pour aller vers la tragicomédie, pour donner un livret dramatique aux exilés. Le seul moyen que tout ça se passe bien, c'est de les réhumaniser, d'accepter qu'ils peuvent être nuls. Comme dirait un oncle de ma mère qui, lui, s'est exilé en Allemagne, il dit « Mais putain, mais laissez-nous être des salauds comme on aurait pu être en Iran. Ça se passera beaucoup mieux. » Et c'est vrai que d'accepter l'autre, c'est aussi de l'accepter avec tous ces morceaux de bien et de mal. Je pense qu'il y a à peu près la même dose de connards chez les exilés que chez les autochtones. Ça s'équilibre à la fin et tout le monde est heureux. Mais c'était important et d'utiliser l'humour pour dire qu'on peut sortir du merdier en faisant un pas de côté avec un éclat de rire. Je pense que c'est ça qui a permis à beaucoup de révolutions de se faire, finalement, le rire. Pour dire quelque chose de la structure du livre, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, en fait, ce livre est séparé en deux grandes parties principalement. La première qui est l'an 1 de l'exil, où la narratrice, donc Chérine, a 8 ans, et une deuxième partie qui se passe 9 ans plus tard, à peu près. Et donc tout est toujours raconté du point de vue de Chérine, mais évidemment, elle est devenue une jeune fille, une ado presque. Et alors, je voulais vous demander d'une part, pourquoi ce choix d'interrompre finalement la chronologie, parce que vous auriez pu le raconter toute son histoire sur 10 ou 20 ans, et d'autre part sur la façon dont au début du roman, les choses se mettent en place. Parce que par exemple, les exilés arrivent, ils s'installent dans un immeuble où ils ont déjà de la famille, dans un petit 2 pièces, et on a l'impression, d'ailleurs je vais vous lire la phrase qui m'a fait penser à ça, c'est au début, l'exil c'est d'abord ça, un espace confiné, entouré d'un monde inconnu et vaste, et d'autant plus inaccessible qu'il paraît impossible de s'échapper de sa cage, où s'amassent les restes misérables du pays natal. Et dans tout le début de votre livre se mettent en place à la fois des lieux, des situations, des personnages, et ça m'a fait penser à la citation qu'il y a au début de votre premier livre, « Le monde comme un théâtre », une citation de Sand, mais qui fait penser aussi à Shakespeare, puisque ça vient de là. Et donc, est-ce qu'il y a une dimension théâtrale finalement dans cette histoire, enfin, oui, je dirais même cinématographique, mais c'est vrai que j'ai fait ce choix-là, c'est vrai qu'une vie d'homme, ses échecs, ses défaites, ses possibles, ça peut se résumer en 3-4 années. Je pense que nous avons tous dans notre vie 3-4 années symboliques où on bascule, où il se passe des choses et on bascule. Et on pourrait résumer toute vie humaine. Et j'avais envie d'une structure simple pour illustrer ça, le fait que l'an 1 est très important puisque c'est l'an de la Renaissance. C'est là où elle commence à s'approprier la France, c'est là où il commence à se passer une histoire. Et l'an 9, parce qu'elle a 17 ans. Il se passe énormément de choses au point de vue hormonal quand on a 17 ans. C'est même le moment de la radicalité et le moment, espèce de volonté de changement, c'est quand même très très important. Et je tenais absolument à traiter l'adolescence. Et je voulais une structure simple parce que, bêtement, j'avais envie de foutre le bordel sinon dans la narration. Et je me disais, je vais perdre tout le monde si je pars direct sur les mille et une nuits. Donc en faisant une structure comme ça extrêmement rigide, ça me permettait d'ouvrir des tas de tiroirs
et de pouvoir basculer sur d'autres histoires. Et en l'occurrence, comme je tenais absolument que le fond et la forme du livre se répondent, comme l'histoire de Chirine, de l'héroïne, c'est qu'elle se rend compte qu'elle est faite de morceaux, qu'elle est explosée en morceaux comme n'importe quel exilé, mais j'allais dire comme n'importe quel être humain à partir de l'âge de 17-18 ans se rend compte qu'il n'est pas fait d'un tout, mais qu'il est fait de plein de morceaux. C'est certainement plus marqué pour l'exilé puisqu'il a perdu son enfance dans le pays natal, donc ça devient plus fantasmant, plus difficile à recoller. Je voulais que le livre ait la gueule de l'exil et le cœur du pays natal. Et donc je voulais caser des tas de contes soufis zoroastriens, donc tout ce qui est issu de la Perse anti-islamique et qui continue d'être fêté. Je veux dire, en Iran, toute l'année, malgré les mollahs, et ils continuent à le fêter aussi, parce qu'il y a toujours un côté un peu schizophrène en Iran, où on fait le Nowruz, la fête du destin, et c'est des fêtes officielles où l'Iran est férié. Au moment du Nouvel An, gros du 19 mars jusqu'au 1er avril, plus personne ne travaille en Iran, tout est immobilisé, alors que pour l'Aïd el-Kabir et tout, il y a une journée fériée, et encore. Donc il y a quand même une espèce de folie en Iran avec ça, et je voulais absolument coller des bouts d'Iran. Et donc pour ça, il me fallait, pour ne pas perdre le lecteur et pour avoir une espèce de cohérence, je voulais absolument avoir cette structure, ces tiroirs-là. Et puis je voulais vraiment qu'il ressemble à l'héroïne. Et je pense que ça donne un livre plutôt métèque à ce niveau-là, où je mélange quelque chose de très français avec un fond qui est un peu, oui, issu d'une vieille culture, du livre des rois, de Mille et une nuits, qui ont cette capacité-là à sauter d'une histoire à l'autre, de sauter d'un personnage à l'autre, d'ouvrir... Chaque fois qu'on ouvre une porte dans les Mille et une nuits, il y a une nouvelle histoire, et on ouvre une fenêtre, on saute dans, il y a une autre histoire. Et je pense que, oui, tout ce que j'ai d'Iranien, la France lui est passée dessus, mais je pense que, voilà, j'ai un côté très rationnel, pragmatique, mais dans l'écriture, je continue à garder quelque chose de très baroque, il y a une espèce d'histoire continue qui ne s'arrête jamais, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de profondément oriental, mais qu'on retrouve chez Cervantes ou chez Rabelais. Moi, c'est vrai, quand j'ai découvert Rabelais en France, je me suis dit, ça y est, je suis sauvée, au fait, je suis chez moi, ça me parle totalement. Rabelais, il y a un baroque, il y a un trop-plein, c'est la maison. Donc c'est vrai qu'en plus, comme exilé, on va chercher comme ça des éléments qui résonnent avec le pays d'origine pour pouvoir se l'approprier, de rendre l'exil plus familier. Et là, alors là, Rabelais, c'est un bonheur, hein. C'est trop plein, on a mal au ventre, mal à la tête, j'adore. Cette famille est une famille d'exilés, mais pas seulement d'exilés politiques. Et ils portent, enfin surtout les personnages des tantes de l'héroïne, une sorte d'idéologie révolutionnaire. Et alors en fait, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que en fait, ce sont dès le début du livre, ce sont des perdants, quoi, finalement. Ce sont des perdants qui arrivent en France, et comme ils n'ont plus le pouvoir d'agir vraiment directement dans leur pays, la seule chose qui leur reste, c'est la parole. Et la parole, la dispute. Et en fin de compte, est-ce que ça n'entraîne pas un chaos idéologique? Enfin, je pense que c'est un des grands thèmes du livre, dont le personnage de Mitra, dont on parlera peut-être, est le symbole. Personnage d'ailleurs d'autant plus, on n'était pas aperçu à la première lecture, mais qui finit, qui est une personne assez horrible finalement, et qui finit, mais qui tire en plus les ficelles du roman, et qui finit défigurée, et elle finit comme Madame de Merteuil finalement dans les Liaisons dangereuses. Voilà. Et... Non, alors il y a plein de questions. Je vais essayer. Non, c'est vrai que c'est des Italiens. Et quand je lui dis, il marche plus, on dirait. Tu passes ton micro, Nicolas? Il marche encore. Ah, si, marche. Bon. Et donc du coup, c'est vrai que, alors quand je dis c'est des staliniens, c'est pas des gentils communistes, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui, en plus, on vient de se rendre compte de tout ce qu'on doit aux mairies communistes qui ont fait un travail culturel sur le terrain en France. En allant chercher les gamins, en bossant dans les bibliothèques, en ne les laissant pas seuls. Je me souviens encore d'un documentaire qu'il y avait eu sur les mairies communistes et sur le travail qui avait été fait. Il y avait Joe Starr qui intervenait et qui disait « je ne saurais pas lire et écrire s'ils n'avaient pas eu la mairie communiste ». Pas de ces gentils communistes mignons comme des chatons qui travaillaient le terrain. Non, non, les méchants staliniens qui sont vraiment persuadés que pour sauver le monde, il faut égorger l'autre moitié. Breaking news, ça marche pas du tout. Donc elle décroche pas parce qu'en plus, il faut savoir qu'en Iran, et comme dans beaucoup de pays en voie de développement à l'époque, c'était les bourgeois qui étaient progressistes. C'était un grand signe d'intelligence et d'être communiste. Donc c'est en Iran,
toute la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, qui était évidemment communiste parce que ça coûtait rien et en même temps c'était très chic dans les dîners, mais ils sont restés. Et c'est vrai, quand ils débarquent en France dans les années 80, c'est au moment où Action Directe pose des bombes. En gros, la gamine se rend compte qu'en fait, Action Directe pose des bombes pour tuer l'argent dans les banques. Et il y avait les Iraniens qui posaient des banques pour récupérer l'argent du nucléaire déjà. Parce que c'était ça, pour ça que l'Iran, les islamistes iraniens posaient des bombes à l'époque. C'est le contrat qui était passé entre Giscard et le Shah d'Iran pour installer le nucléaire. Et cet argent n'a jamais été rendu, ils s'engueulent encore. Donc quoi, ça dure longtemps l'histoire. Mais je tenais absolument à ça. Et c'est vrai que je tenais en dehors de cette famille dysfonctionnelle, parce que je voulais exilés peut-être, mais famille dysfonctionnelle quand même. Et je pense qu'on a tous à peu près une idée de ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle. On a tous un oncle pervers et un oncle stalinien qui n'a absolument pas d'humour. Donc c'est un peu ça, et c'est vrai que je voulais absolument créer que les gens à un moment oublient que c'est des exilés iraniens et se reconnaissent dedans. Et c'est pas très difficile parce que toutes les familles, étrangement, se ressemblent. Mais j'y tenais absolument, et je tenais à avoir à la tête de cette famille une Merteuil, effectivement, qui est Mitra, qui est la plus stalinienne, la plus dure, la plus belle. Là, la Sonia, c'est la plus conne, en fait, mais elle se drape de ces trucs, elle est extrêmement méchante, elle a un manque d'empathie totale, et effectivement, c'est bien la première fois, ça fait 3 mois de promo et de librairie, on voit quelqu'un repérer quand je parlais de la Merteuil. Parce qu'en plus, il y a une anecdote mais c'est parce que tu vas tricher, tu vas lire Roménie, ça et moi aussi, c'est que j'ai eu la première fois j'ai eu une espèce de choc quand j'étais au lycée. Donc on nous fait étudier les liaisons dangereuses. C'était encore une époque bénie. Je fais partie de la dernière génération qui nous faisait lire le rouge et le noir et pas des extraits choisis de Cro-Blanc. Après on se demande pourquoi ils vont mal. Hein. Mais à un 5e, on est tout à fait capable de lire le rouge et le noir. C'est juste le niveau qui a lamentablement baissé. Et moi qui ai donné beaucoup de cours de français à des gamins collégiens, quand je me suis retrouvée devant des extraits choisis de Cro-Blanc pour des gamins de 15 ans, je me suis dit la France va très mal. Alors nous on en était à étudier le rouge et le noir. Donc en seconde, on fait les liaisons dangereuses. C'est quand même un bonheur. Donc moi, alors j'adore, je suis complètement, j'avais déjà lu, mais là en plus il fallait faire une disserte. Oh, c'est ma première disserte de l'année en seconde, je suis fière comme c'est la permis. Le samedi matin, on avait 2 heures de cours de français, la prof me le rend avec 2 points en moins. J'avais 18, elle me met 16, donc déjà c'était très... Je savais que j'allais me faire engueuler par mon père. Et donc déjà ça allait pas, je lui dis mais pourquoi? Elle me dit vous avez présenté la Merteuil comme une héroïne, c'est une anti-héroïne. Et là, j'ai pété les plombs. Ça a été ma première intervention publique. Pendant 2 heures, j'ai immobilisé cette classe. Je ne voulais pas lâcher parce que ça ne viendrait pas à l'idée pour un personnage d'homme. C'est un anti-héros. Pour un homme, ça sous-entend un mec solitaire qui vit dans la marge. C'est lui qui lutte, quoi. Il y a plein d'autres personnages qui en découlent. Mais pour une femme, elle devient anti-héros parce que c'est une salope. Mais je ne suis pas d'accord du tout. C'est une héroïne, la Merteuil. Elle dit cette phrase incroyable. Elle dit « Je suis née pour venger mon sexe ». Elle le fait. Alors qu'elle perde et tout, on s'en fout. C'était quand même une confrontation avec une femme puissante. On s'en fout qu'elle soit méchante. Je me suis dit à ce moment-là, à 16 ans, que oui, le jour où on aura l'égalité, c'est le jour où les femmes pourront être des salopes comme les hommes sont des salauds et demeurer des héros quand même. Parce qu'on adore chez les hommes les héros de salauds. On est là, on tombe amoureuse. Toutes les séries télé, vous savez, il y avait un flic, il est solitaire, il est salaud. Que de la pizza, il prend pas un gramme, il est musclé, il lâche. Alors lui, c'est un héros. Mais non, ma Merteuil à moi, c'est pas une anti-héros. J'ai pas lâché. Depuis, je suis obsédée par la Merteuil que j'adore. Je me suis toujours dit, quoi qu'il arrive dans tous les romans que j'écrirai, il y aura un personnage de femme avec des couilles en acier. Tant pis si elle perd et qu'elle gagne et qu'elle soit nocive, ce qui compte, c'est qu'elle existe. Et qu'il y ait aussi un paysage littéraire où peuvent exister des femmes qui sont pas juste condamnée, j'allais dire, à être douce, serviable. Et ça, c'est un truc qui me rend dingue. Moi, je crois que j'ouvre un bouquin où la dame, elle est douce et serviable, je veux pas le lire. C'est insupportable, on en a lu beaucoup trop, il faut arrêter maintenant, il faut passer à autre chose. Donc ça, c'est effectivement très important d'avoir ces femmes-là et d'avoir une femme à la tête d'une famille, parce que ce qui est vrai, souvent c'est les femmes, c'est elles qui nourrissent, c'est elles qui font la cohésion familiale, qui invitent le dimanche, qui préparent Noël, qui pensent à la déco, donc c'est souvent une femme qui est à la tête d'une famille. Donc je tenais à ce qu'elle y soit, et que non seulement elle soit nulle, mais qu'en plus elle rate, parce que la déliquescence de la famille va naître d'elle. Donc c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est géniale, mais c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est douce. C'est un peu. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que ce livre est bourré de références et d'allusions littéraires. C'est un plaisir vraiment. Et alors, notamment une, moi, qui m'a beaucoup plu, page 54, je signale si vous voulez retrouver le passage, c'est concernant un chapitre d'Aurélien que j'adore, qui est sur le goût de l'absolu. Dans lequel qui est le chapitre qui se trouve au milieu du roman, où il explique que les personnes qui ont le goût de l'absolu, qu'il écrit formidablement bien,
ils peuvent avoir tout, ils peuvent avoir toutes les formes. La phrase exacte, c'est ceux pour qui rien n'est jamais assez quelque voilà. chose. Ça raconte, c'est magnifique. Il y a une chose dont ils ne seront jamais capables, c'est d'être heureux. C'est un livre culte. Et c'est vrai que ces passages-là, à l'époque quand j'ai lu la première fois adolescente, m'avaient énormément marqué. Et je trouve que c'est ça. Et ah oui, parce qu'on n'a pas parlé des idéalistes. Voilà, je voulais faire le distinguo entre les idéalistes et les absolutistes. Et quelque part, l'absolu, ça ne concerne que des individus. Après, ça fait mal à personne. On est juste malheureux tout seul. Alors que l'humanisme s'arrête quand commence l'idéologie ou l'idéalisme. Et c'est à ce moment-là, ça finit au goulag et qu'on fait des morts. Et je trouve que les idéalistes sont effectivement désespérément incapables d'amour. C'est vrai que souvent je prends l'exemple des anarchistes, pas les anarchistes de salon parce que c'est très chic de dire, moi aussi je suis anarchiste, mais les vrais anarchistes, le bréviaire de l'anarchiste, ça ne boit pas, ça ne fume pas, ça ne fait surtout pas l'amour, au cas où sonnerait l'alarme de la révolution, il faudrait quand même pas qu'il soit occupé à bouffer un gigot et à faire l'amour à sa femme. Donc c'est toujours un truc qui m'a fasciné en France, de voir plein de gens qui se voulaient anarchistes. Puis moi, je lisais l'histoire de l'anarchisme, ils sont pas rigolos du tout quand même, ces gens-là. C'est quand même un peu dur. Vous savez que je préfère les anarchistes de droite. D'ailleurs, je pense que l'anarchiste ne peut être que de droite. C'est même beaucoup plus rigolo, comme Brassens. Hein. Il y a Engueulade, parce qu'on ne supporte pas qu'on dise que Brassens était vraiment un anarchiste de droite. Et je préfère ça, et je voulais vraiment montrer cette différence entre les idéalistes qui sont incapables de crever seuls, qui entraînent de pauvres malheureux avec eux dans leur merdier, et les absolutistes qui ne font que être malheureux avec leur passion, leur destin, et qui peut être l'amour, qui peut être la littérature, mais au moins, quand ils meurent tout seuls et ils font de mal à personne, c'est quand même déjà pas mal de nos jours en plus. Alors, est-ce que, avant de revenir sur cette question de l'idéalisme qui est très importante, est-ce qu'on peut dire un mot quand même du personnage de Chérine, qui est quand même très, très important. Donc c'est l'actrice du roman, et on peut dire que son aventure, c'est une quête de sa liberté individuelle. En fait, c'est ce que raconte le roman, et d'ailleurs le dernier mot laisse penser qu'elle a atteint quelque chose quand même. Et oui, et donc cette quête de la liberté pour elle passe par une appropriation, enfin une familiarisation en tout cas, avec la culture française, par les écrivains, les lieux qu'elle visite. Alors c'est marrant parce qu'au début elle fait un moment au début du livre, relativement au début, elle fait une fugue. Elle part dans Paris et elle se retrouve accidentellement devant Notre-Dame, et alors Notre-Dame, ça lui fait penser à Victor Hugo et tout ça. Enfin bref, il y a des tas de choses comme ça. Il y a les découvertes évidemment j'ai noté sur l'alchimie des mots, sur la force du langage, parce que sa mère est une femme vraiment très, très exploitée, très humiliée par ses sœurs, et elle dit à propos d'elle, par la grâce de la langue française, de Boniche, je l'avais métamorphosé en alchimiste. Et c'était exactement à ça que servent les mots. Tous les mots, à colorer autrement les humains en leur donnant une forme nouvelle. Il y a la poésie, etc. Et il y a aussi, mais vous allez parler de tout ça, aussi le cinéma qui a une grande place, et notamment une scène vraiment très, très amusante, où la famille de Chéri regarde le film. Alors ils regardent tout un tas de trucs, ce qu'ils ont déjà vu à Téhéran, le Rose d'Arabie, et là ils découvrent le film Les Valseuses de Bertrand Blier. Et oui, parce que c'est une famille, comme c'est une famille communiste athée, c'est au moins la chance qu'elle a, c'est que son bréviaire qu'elle rapporte de son pays natal est constitué de films. Et comme beaucoup d'exilés, c'est vrai qu'il y a une tendance à marquer le temps, non plus avec les dates, puisqu'il y a quand même quelque chose qui se perd, mais avec les musiques et les films. Donc souvent, moi, dans ma famille, j'en dis jamais, on dit « Ah, mais tu sais, c'est l'année de la sortie de tel film, c'est l'année où Gougouche, qui est une chanteuse qui a 71 ans aujourd'hui, donc l'âge exact de mes parents, donc à peu près l'âge exact de ceux qui avaient entre 30 et 40 ans au moment de la Révolution. Donc, ils sont partis, et c'est vrai que mes parents disaient jamais on s'est marié à telle année, on s'est marié l'année où Gougouche chantait telle chanson, ou comme elle a commencé à chanter à 13 ans, toute leur vie est ponctuée à ça. Et comme elle s'est exilée en même temps qu'eux, c'est vraiment le reste du pays natal qu'on trimballe dans les chansons et les films. Et comme en Iran, le cinéma italien cartonnait, c'est-à-dire il y avait tous les Fellini, tous les Visconti, les De Sica, avant la Révolution passée, il y avait des queues incroyables à Téhéran. Pour moi, Fellini était iranien. On le regardait tellement, on le citait tellement.
que moi je confondais Rome et Téhéran, ça me paraissait tout à fait logique. Et bien, évidemment les Laurence d'Arabie, c'est très important, parce que mine de rien, c'est Omar Sharif, c'est, à un moment elle le dit, la gosse, c'est leur Clark Gable à eux. Le glamour, c'est enfin le glamour métèque qui explose à Hollywood, cette espèce de reconnaissance du métèque qui est merveilleux pour tous les orientaux. Mais le père se dit, putain, on est en France, quand même découvrir la culture française, qu'est-ce qui cartonnait à cette époque-là? C'est les valseuses. Donc aussi progressistes et communistes soit la famille, il faut quand même les imaginer devant les valseuses. Les valseuses commençaient quand mon père me mit dans les mains un dictionnaire franco-persan. Mais ma surprise, mon embarras et ma fascination ne laissèrent aucune place au vocabulaire. Quant à la famille, elle appliqua une méthode dont elle était coutumière, faire comme si de rien n'était. Me sortir de la pièce, ça aurait été admettre qu'il y avait à l'écran quelque chose qui n'était pas de mon âge. Il ne savait pas à quel point j'avais dépassé mon âge. Nous sommes ainsi restés devant le film, et le porno du grand-père perdit définitivement son pouvoir d'attraction-répulsion. Oui, parce que 3 jours avant, comme la gosse se planque sous le canapé, il n'y a pas assez de place. D'où aussi le côté théâtral, c'est plus cinématographique, parce que du coup, sous le canapé, ce qu'elle voit, c'est comme sur un écran de cinéma, et un jour qu'elle est là en train d'essayer d'écrire, son grand-père s'installe, et sur l'écran en face, il balance un porno, et il se met à se masturber. C'est quand même un peu perturbant pour une gamine de 9 ans. Donc là, 3 jours après, elle est devant les valseuses. Donc nous sommes restés ainsi devant le film, et le porno du grand-père perdit définitivement son pouvoir d'attraction-répulsion. Avec des bites et des cons, des orgasmes en voiture, un suicide par le vagin, un viol dans un train, beaucoup trop de seins et de cul, les valseuses fit entrer les mots et le rire dans le sexe, lui rendant sa juste place, celle du plaisir et de la liberté. Les valseuses désamorça le drame de la chair sans désir, créa le lien qui me manquait, donna un sens, aussi absurde fut-il, à toutes les laideurs, toute la violence, toute la grossièreté des rapports humains. Voilà ce qu'était la France, à poil et en voiture. Le contraire de l'immobilité et de la prison de l'exil, fascinant et salutaire, j'étais sauvée. Et il y a un peu de ça. Parce que je pense vraiment que c'est ce que l'art en général, que ce soit le cinéma ou la littérature, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus accessible dans le cinéma, surtout quand on vient de débarquer, c'est des images, c'est plus facile à intégrer, c'est de mettre une famille d'Iraniens avec quand même des codes culturels très différents devant un film qui étale la chair à ce point-là, c'est extrêmement salvateur. C'est que tout d'un coup, venant d'un pays où les femmes devaient être recouvertes, où même les hommes ne pouvaient plus montrer leur mollet ou le bras, où tout d'un coup, voilà, un coup d'homme prend une dimension érotique un peu délirante, se retrouver devant un film comme ça qui tout d'un coup brise une série de tabous et de préjugés, aussi crade soit-il, c'est putain un merveilleux choc quoi. Et c'est vrai que c'est ça, et comme elle est coincée dans cet appartement, coincée encore dans cette révolution qui ne sera jamais gagnée, pouvoir s'échapper à travers le cinéma, c'est un bonheur. Et c'est vrai que le mouvement, c'est vrai que cette idée, et c'est vrai qu'après elle va être extrêmement aidée, mon héroïne, parce qu'elle a 2 chances dans sa vie, c'est qu'évidemment c'est une famille stalinienne, j'allais dire évidemment, mais si, ça tient. C'est à peu près tous les staliniens que je connais sont antisémites, donc ça tient à peu près. Donc c'est en plus une famille d'antisémites et d'homophobes, et elle tombe amoureuse quand elle fait sa fugue, elle tombe sur l'amoureux de sa tante qui est un juif iranien. Et qui en plus a ce truc, par rapport à tous les hommes que jusque-là elle a connus, il n'a pas de moustache et il n'a pas de barbe. Ce qui est quand même un truc assez inconnu quand on vient d'Iran. Donc il a ce type androgyne, très fin, donc il y a quand même 2 caractéristiques qui vont vraiment faire flipper la famille. Et donc lui va faire ce truc incroyable pour elle, c'est qu'il va lui faire découvrir la culture, mais comme il le dit, à travers le trou de la serrure. C'est-à-dire, au lieu de lui raconter l'histoire avec des dates, elle va lui raconter l'intime de ces personnages-là. En l'occurrence, quand il l'amène, il veut lui parler de ce qu'était Napoléon et tout, il va lui parler de Julie Récamier, il va lui parler de Chateaubriand, il va l'amener au Louvre, voir le portrait magnifique de Julie Récamier qui est inachevé, où elle est couchée sur ce qui deviendra un canapé directoire, c'est magnifique. Et il va l'amener au Père-Lachaise, qui est quand même le plus haut lieu culturel en France, quand même le savoir, où toute l'histoire est là par couche, une espèce de désordonné et pourtant cohérent et tellement à l'image de la France. Et il va l'amener sur la tombe du général Boulanger. Et moi je dis que quand on fait rentrer les gamins dans l'histoire en passant par les générales Boulanger, déjà ils comprennent que ça peut arriver qu'en France. Je veux dire quand même, en plus on est dans l'ambiance. Je veux dire les générales Boulanger, quand même à 2 doigts de prendre le pouvoir, c'est quand même censé être la première révolution fascisto-populiste. C'est quand même pas rien en France, il se passe un truc. Donc le type est là, la panique, Jaurès a fondé la première ligue de défense des droits de l'homme, il se passe quand même quelque chose, la rue, on sent que quelque chose va basculer, où la République, tout ça s'agite. Tout le monde s'attend à ce qu'il prenne le pouvoir. La traque, boum boum, le type disparaît. Mais où est Boulanger au Boulanger? Ah bah Boulanger, il est parti à Bruxelles pour se suicider sur la tombe de sa maîtresse qui ne pouvait s'appeler que Madame de Bonnemain. C'est délire.
C'est délire. Déjà, quand on rentre dans l'histoire avec des anecdotes comme ça, non, mais votre vision de l'histoire, c'est que l'histoire devient organique et charnelle. Ça n'a absolument rien à voir avec des pages de livres qu'on fait défiler. Là, ça a un sens. Je veux dire, on peut planter une révolution fasciste par amour. Si ça, en venant d'Iran, où tout était politique, où toute chair était interdite, ça, si on tombe pas amoureux de la France à ce moment-là, je pense qu'on tombera jamais amoureux de la France. C'est vraiment magique. Donc elle a ça, ce type l'a fait rentrer dans l'histoire. Et d'un autre côté, elle a Anna, qui est une voisine juive rescapée de la Shoah. Alors celle-là, elle est issue inévitablement, parce qu'il fallait 2 personnages extérieurs à la famille pour la sauver. Et celle-là est importante, parce que alors, elle n'existe pas dans la vraie vie. Elle est une combinaison et un hommage que je voulais faire, parce que quand on arrive en France dans les années 80, la rue de la Roquette, il y a une grosse communauté juive turque. Et il y avait des très vieilles dames, les grands-mères de mes copines de l'école, qui étaient des rescapés de la Shoah, et qui avaient un humour. Mais quand je dis exceptionnel, c'est que nous, et c'est vrai, bon, on est déjà très drôle dans ma famille, hein, parce que sinon je pense qu'on ne serait pas sorti, mais elles rajoutaient en plus en termes d'humour, en venant quand même d'une tragédie indépassable, et moi j'allais les voir, elles me faisaient lire des bouquins, et c'était juste merveilleux. Et je m'étais dit un jour, il faudrait que je leur rende hommage, et d'autant plus, vous savez, quand on est ado, on marque des phrases là toutes mignonnes sur notre mur, c'est super. Et moi j'avais découvert grâce à elle assez rapidement Romain Gary, et il y avait une phrase de Gary, grâce à elle, qui m'obsédait, que j'avais accrochée quand j'étais ado devant mon bureau, qui était « Il n'y a parfois qu'une femme juive qui peut vous sauver ». Et la combinaison de ça et ces femmes merveilleuses de mon enfance ont fait que j'ai créé ce personnage d'Anna qui amène le rire et qui amène le décalage et qui aussi lui dit qu'il faut écrire, mais qu'il ne faut pas écrire. Je veux dire, quelque part, il lui dit il ne faut pas écrire des romans doudous, il faut écrire avec son sang et ses larmes, il faut être violent dans l'écriture, parce que toute la violence qu'on met dans l'écriture ne sera jamais perçue comme violent par le lecteur. Parce que c'est ça, il faut aller dans les entrailles. C'est ça, des Rimbaud disaient à peu près la même chose, et il disait, mais si t'es pas prêt, ce qui est drôle d'ailleurs, à quel point il disait exactement la même chose, que si t'es pas prêt à ta naissance, à assassiner ta mère, à coucher avec ta sœur, à tuer ton père, fais pas ce métier, fais autre chose. Mais si tu n'oses pas toucher à tout ce qui est de plus sale, de plus profond dans l'être humain, ça sert à rien d'écrire. Et je pense qu'ils ont pas tort. Moi j'adore les romans doudous, hein. Ça m'empêche pas de les lire. Hein. Vous avez le petit roman où vous sortez de là, rien n'a changé, vous avez ni gagné ni perdu. Juste vous êtes flatté parce que vous avez tout compris. Ça vous console parce que ça pense la même chose que vous, mais souvent c'est à hauteur de pâquerette. Moi, il y a plein de samedis, au lieu de regarder une série policière avec un anti-héros, je préfère lire un roman doudou, c'est très agréable. Mais moi, effectivement, je préfère écrire des romans un peu plus énervés, un peu plus, parce que au moins je me dis, même si on déteste, ben, on sort en ayant perdu quelque chose. C'est une magnifique phrase de Diderot, qui est vachement mieux que Voltaire. Je suis une chouchoute de Diderot, qui disait « On tire parti de la mauvaise compagnie comme du libertinage, on est dédouané de la perte de son innocence par la perte de ses préjugés. » Et je pense que c'est à la littérature, c'est son devoir de faire ça. Bravo. Une dernière chose pour faire le lien justement avec cette histoire d'idéalisme, c'est que Chirine fait dire qu'elle essayait de s'ancrer pour éviter de s'écraser, de se faire écraser. Alors, vous avez parlé justement de ce personnage que je comptais aborder juste après, alors ça tombe merveilleusement bien, du personnage d'Anna, puisque en fait on a donc une famille qui est... on peut se demander d'ailleurs si ce livre n'est pas une sorte de procès de l'idéalisme, ou d'une confrontation en tout cas de l'idéalisme par rapport au destin personnel, au destin individuel. Enfin, et donc elle est l'antidote en quelque sorte de cette famille, et je me suis demandé, enfin j'imagine que vous l'avez fait pour ça, si ce prénom d'Anna n'était pas tout simplement pour faire aussi allusion à une philosophe qui a parlé de la banalité du mal. Oui, évidemment, non, mais bien sûr, c'est important, parce que déjà, quand moi j'ai été obsédée, quand la première exposé que j'ai voulu faire en France, à 10 ans, je voulais faire les Reines de France. Donc ça a provoqué une convocation de mon pauvre père, avec son accent à couper au couteau, et qui a dit, la prof lui a dit, mais il n'y a pas de documentation pour son âge, et mon père, toujours avec le même accent, a dit, mais je vais l'aider. Bout. Donc elle a dit non, c'est pas de son âge, donc on va coller un exposé sur la reproduction.
au premier contact en France, c'était assez amusant. Et donc, du coup, comme mes parents sont un peu des perfectionnistes, ils m'ont dit ah non, mais il n'y a pas de problème. Ils se sont ruinés pour me faire des photocopies en couleur de l'accouchement, en gros plan. Donc la moitié de la classe a vomi, et moi je continue avec ma règle, en train d'expliquer l'expulsion et tout, hyper sérieusement. Ça a été assez tragique. Et là, la prof s'est dit mince, j'aurais dû la laisser faire les Reines de France, c'était obligé. Vraiment, c'est assez cocasse. Et je les ai encore, hein. Et quand je regarde ça, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais voulu d'enfant, ça m'a traumatisé aussi. Mais c'est assez drôle de voir tous les élèves vomir, c'était super. Ça les a coupé l'envie d'avoir des enfants. Et donc du coup, effectivement, après, quand on grandit, bah super, la philo, les grands personnages, et là, Hannah Arendt quand même, sacrée nana quand même, elle était quand même assez exceptionnelle. Et oui, effectivement, mon père aimait beaucoup Hannah Arendt, et je voulais... Et puis j'aime beaucoup ce prénom aussi, accessoirement avec les deux H, je trouve ça extrêmement joli, très poétique, et c'est bon, la première scène que j'ai écrite avec elle, c'est la scène où elle meurt. Inévitablement, c'est la plus vieille, hein, c'est inévitable. Mais effectivement, en le lisant, je trouvais qu'Anna, ça sonnait extrêmement bien. Mais oui, c'est une référence directe à Madame Arendt que j'aime beaucoup. Bon. Et qui d'ailleurs a énormément travaillé sur l'individu, sur la force de l'histoire, sur le rouleau compresseur du nous. Et c'est vrai, alors je sais pas, c'est peut-être mon aile de l'idéalisme, parce que je préfère l'humanisme. L'humanisme englobe. Vous savez, c'est comme la différence que faisait Romain Gary entre le patriotisme et le nationalisme. Vous savez que le nationalisme, c'est quelque chose qui s'exerce contre l'autre. C'est, pour être nationaliste, il faut toujours avoir une petite idée de l'ennemi qu'on va égorger. Parce que j'aime pas trop égorger les gens, personnellement. Je préfère leur causer, je trouve que c'est plus efficace. Mais c'est vrai que dans le patriotisme, c'est juste une forme d'idée de résistance. C'est qu'on considère qu'on vit dans un pays délimité par un certain nombre de frontières qui peuvent totalement bouger, mais que ces valeurs-là nous permettent d'être heureux, ou en tout cas de vivre ensemble, et qu'elles sont défendables. Et le patriotisme est censé se réveiller qu'au moment où ces valeurs peuvent être en danger. Mais c'est quelque chose d'assez... c'est un peu de la défense passive. Je préfère largement, et c'est un peu la même chose entre l'humanisme et l'idéologie. L'humanisme est quand même quelque chose d'englobant, c'est qu'on est quand même censé accepter à peu près tout le monde. Ça ne veut pas dire pardonner, ça veut dire mais déjà faire l'effort de regarder, de comprendre, c'est déjà pas mal. Dans l'idéalisme, putain, il y a quand même, pour être idéaliste, quand même avoir une idée de l'ennemi. J'ai toujours du mal, moi, à définir mon ennemi. Évidemment, je définis mon ennemi, moi encore plus. Évidemment, mon ennemi est souvent barbu et souvent un corbeau, hein, ça va pas être compliqué. Mais quand bien même, c'est pas, je refuserais jamais de me mettre à la même table et d'essayer de comprendre quel mécanisme ont fait que cet idéalisme veut ma peau. Parce que l'islamisme est un idéalisme, le nazisme est un idéalisme, tout ça c'est quand même des idéalismes, c'est dangereux. Et ça j'y tenais. Et c'est vrai d'opposer le jeu au nous, voilà, c'est peut-être, il faudrait un psy, mais il y a peut-être un côté où assister à une révolution enfant, je pense que le trauma c'est la foule, et Brassens avait raison, plus de 3 c'est quand même souvent une bande de cons, et c'est vrai que de voir une foule incontrôlée, c'est vrai que la foule, c'est flippant, je veux dire, quand les fameux mouvements spontanés qu'il y avait à Téhéran, vous aviez 3 personnes dans la rue et au bout de 10 minutes, vous avez juste acheté une saucisse, on pouvait encore acheter de la saucisse à l'époque. Vous ressortiez du magasin, c'était fini. La rue était recouverte de noir, ces gens-là hurlaient et ils étaient devenus incontrôlables. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu agoraphobe, j'ai un peu une crainte furieuse de la foule. Et pour moi, la seule manière de faire bouger la foule, c'est par une espèce d'idéalisme. Donc il y a un mensonge, hein, quand même, souvent. Là, je lisais, allez savoir pourquoi, comment, les premiers jours de Voici, parce que c'était l'anniversaire l'année dernière, les journées entre février et octobre 17 en Russie, c'est moche. Hein. Voilà, ça m'a vraiment définitivement guéri, quoi. Je préfère les gentils communistes qui faisaient les écoles et tout. Alors, cette première partie, donc l'an 1 de l'exil, se termine, d'ailleurs, j'imagine que quand vous avez intitulé vos parties en 1, en 9, etc., c'est bien un peu en référence à la période révolutionnaire aussi. Ah oui, je l'ai lu. Se termine sur une chose que je... sur laquelle ça on peut pas le dire, c'est non. Ah bon, d'accord. Non, parce que c'est quand même censé être une chose. Enfin, elle est étonnante la scène, non? On va pas décrire. Avant la deuxième partie, la dernière. D'accord. Enfin, en tout cas, il y a un troisième personnage qui va apparaître. Enfin, un nouveau personnage qui va apparaître et qui, on peut le dire ça par contre, qui n'est autre que le fils dont la mère était enceinte au début du livre, et une mère qui est enceinte depuis 13 mois d'ailleurs, et personnage qui va être appelé tout le temps le tout petit frère, parce qu'il est... Et alors lui, on ne va pas dire ce qu'il fait pour pas
Enfin, mais enfin, en tout cas, on peut dire qu'il est le contraire de la mère, en ce sens que ça n'est pas quelqu'un qui est terrorisé par les sœurs, au contraire, c'est celui qui comprend et c'est celui qui dit. C'est pas celui qui se tait et qui subit, c'est celui qui comprend et qui dit et qui va jouer un rôle extraordinaire dans la deuxième partie. Et il y a une réflexion en fin de première partie, enfin, pas très loin de la fin de la première partie, où les sœurs et la petite Chérine vont chez le coiffeur, et où les sœurs sont odieuses comme toujours, et la petite fait rire tout le monde, les coiffeurs, etc., en leur racontant des histoires. Et là, c'est le début, si on veut, de son destin d'écrivain, puisqu'elle dit, enfin, elle termine en disant je sus alors, parce que les coiffeurs ne les font pas payer pour la remercier, en quelque sorte, je sus alors que pour se faire aimer, il n'y avait pas de meilleur moyen que de raconter des histoires. Non, c'est vrai. Je constate avec les années, ça marche vachement bien. Alors on fait un grand bond dans le temps, et on se retrouve donc 8 années plus tard. Et alors, cette deuxième partie est extraordinaire parce qu'il y a une sorte de précipitation d'événements, tous souvent très drôles, parfois tragiques, mais avec un rythme qui n'est pas sans évoquer, je trouve, les romans picaresques, vous savez, ce personnage du petit frère qui est adoré par sa mère, qui l'a attendu tellement longtemps, dit à son propos quelque chose de très drôle. S'il est des Oedipe réussis, celui-ci fut parfait. Nul besoin de tuer le père et de coucher avec la mère. Il avait suffi ici de réduire le père à la passivité et la mère à l'amour absolu. Je fus exclu, c'est Chéri qui parle, je fus exclu de l'amour familial. Alors, est-ce que ce petit frère dont on ne sait pas exactement ce qu'il trafique au début, la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il est extrêmement doué, que c'est un surdoué, est-ce qu'il n'a pas aussi est-ce que ça n'est pas la part de la mère qui est sortie d'elle, cette petite part qui va la rendre un peu plus libre, et est-ce qu'il n'a pas une sorte de pouvoir magique, parce que parfois on flirte un peu avec le conte. Avec le réalisme magique, oui, voilà, c'était un hommage. J'ai pas osé pour le premier aller à fond dans le réalisme magique, mais j'ai quand même mis un certain élément pour me relier à mes anciens que j'adore. Mais non, le tout petit frère, je voulais un personnage qui ait l'exil partout dans ses fibres, dans son sang, que ce soit vraiment l'exil. Et pour ça, il fallait qu'il arrive au monde d'une manière étrange, donc la mère le porte pendant 13 mois, il naît dans un moment assez tragique et rocambolesque, et après, effectivement, le gamin s'avère juste déjà étrange, il a une tête d'adulte quand il arrive, tout le monde commence à avoir peur de lui, sauf la mère qui est quand même hallucinée d'avoir accouché d'un génie pareil, et le gamin a une prédilection pour la chimie et pour les plantes. Et en gros, très rapidement, il va se mettre à empoisonner tout le monde, à 11 ans. Et c'est assez jouissif. D'ailleurs, c'est drôle, il y a des lecteurs qui me disent... Empoisonner tous ceux qui font du mal à sa mère. Il y a des lecteurs un peu gênés qui me disent « Non mais c'est horrible ce que je veux dire, mais je l'adore ». Et je dis « Non mais c'est fait pour, il tue vraiment les méchants. Hein. Enfin, il se débarrasse des méchants, il n'a absolument rien contre les gentils. C'est un personnage qui parle très peu, qui est extrêmement dur, mais qui aime cette mère absolument, définitivement. Et oui, peut-être que c'est le... J'ai pas pensé à ça, que ce soit la part réussie. Je voulais surtout que ce soit... l'exil dans tout ce qu'il peut y avoir d'extrême, de brutal, et en même temps, c'est un gamin, enfin moi je le trouve, c'est vrai que moi aussi je l'aime bien, et extrêmement touchant, parce que ça reste un gosse, en plus il a l'air d'avoir 7-8 ans, c'est pour ça qu'il est tout petit frère, il est tout mince, tout freluqué, et en plus je me suis amusée, parce que j'étais obsédée par Laurel et Hardy quand j'étais petite, son meilleur ami Maziar, un espèce de gros gaillard qui fait de l'haltérophilie et tout, imaginez les deux en train de marcher, lui qui le protège, qui adore ce gosse, et lui qui est là en train d'élaborer des plans pour faire mal au temps de venger la mère. Oui, je voulais que dans la première partie, ce soit le grand dévoilement, qu'elle découvre, qu'elle s'approprie la France, qu'elle commence à découvrir ce qu'il y avait autour d'elle. Et dans la deuxième partie, en gros, elle a reçu les armes pour se défendre, en l'occurrence la culture et le rire. Et dans la deuxième partie, tout ça ne peut pas tenir trop longtemps, tout fout le camp.
Et pour pouvoir survivre, elle est armée. Donc elle réussit à survivre et tout ça pour arriver à recoller ses morceaux. D'ailleurs, à propos de cette famille où tout fout le camp, enfin tout se délite, il y a des choses très drôles parce que plus on avance dans le temps, plus les révolutionnaires, entre guillemets, sont bourgeoises. Et alors, il y en a un qui devient vendeur de caisses enregistreuses, il y en a une autre qui épouse un banquier. Enfin, Un banquier anarchiste. Et je voulais vous faire lire un tout petit passage parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le livre est entrecoupé de petits contes un peu orientaux, comme ça, qui moi m'ont fait penser, mais peut-être à tort, parce que vous n'avez pas l'air de l'apprécier plus que ça, quoique moi, je préfère dire aussi, mais qui m'ont fait un peu penser aux contes de Voltaire, un peu les contes philosophiques de Voltaire, et par exemple, on pourrait lire cette histoire de... Oui, parce que là c'est un conte soufi extrêmement connu, qu'on raconte beaucoup en Iran, comme mon grand-père qui était soufi me l'a raconté souvent, ça finit par... Et donc là, j'ai pas repris, je l'ai refait à ma sauce, mais l'histoire est absolument la même. Donc ça c'est un conte soufi qui doit dater a priori ça doit être bien du 10e ou 11e siècle, je pense. Un jour, un cirque s'installa dans une région où personne n'avait jamais vu d'éléphant. Les habitants, impatients, se précipitèrent pour le voir, mais l'éléphant était protégé des regards par une tente plongée dans l'obscurité la plus totale. Chacun voulut donc savoir à quoi il ressemblait et y entra en douce. Le premier toucha son oreille et déclara qu'un éléphant était semblable à un rideau fait d'une rude étoffe. Le deuxième toucha sa trompe et ressortit convaincu que l'animal était pareil à un serpent. Le troisième tâtonna dans le noir vers les jambes et dit qu'un éléphant avait l'allure de colonne. Bien sûr, ils se querellèrent, chacun étant persuadé d'avoir raison. Si seulement l'un d'entre eux avait eu l'idée d'allumer une petite chandelle, ils auraient compris que la réalité était bien différente. C'est un peu les engueulades de gauchistes, en fait, en vérité. Vous savez, quand je l'ai écrit, je me suis dit, c'est ça, il y avait un trotskiste, un stalinien, un socialiste et un radical de gauche dans la même pièce avec un éléphant, et chacun va ressortir, mais il fallait juste allumer une lumière et commencer à voir ce qu'on avait en commun. Mais c'est vrai je pense pas que le Soufi pensait que ça serait la métaphore parfaite de l'état lamentable de la gauche. Exactement. Alors, ça, je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler. Oui, enfin, pourquoi pas. C'est triste, hein. Je suis... on est triste. On a cette famille d'Iraniens rencontre une autre, toujours dans le même ordre d'idée de remise en question un peu de ces idées, rencontre une autre famille d'Iraniens qui semblent, eux, toujours très joyeux, très heureux, qui arrivent tout le temps, qui font du nudisme, je sais pas quoi, enfin, et qu'ils se mettent à fréquenter et qui semblent être l'anti-révolutionnaire. Or, ils s'aperçoivent au bout d'un moment que l'un des membres de cette famille, enfin le père, a en quelque sorte un double visage, quoi. C'est à la fois un ami et peut-être un ennemi aussi. Non, c'était un agent de la SAVAK qui a torturé l'oncle, il le reconnaît à Paris, mais c'était pas... C'est vrai, mais c'est vrai que souvent les salauds sont plus joyeux, c'est vrai, il faut forcer de constater. Est-ce que c'est un opportuniste. Ah bon? Ah oui, c'est un opportuniste. Le type s'est retrouvé à la SAVAK parce qu'il avait envie de réussir. Mais c'est comme le type qui se retrouve au KGB, c'est Poutine. Hein. Le type, il avait envie de grimper et finir à la tête de la Russie. Il n'y a rien de mieux que passer par les renseignements. Vous avez toujours l'endroit, et plus vous torturez, et plus vous avez de secrets, plus vous avez les mains sales. Et finalement, plus vous avez l'information, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça, c'est un mécanisme qui a toujours existé, hein, à mon avis. Sur la Grèce antique aussi, il y avait 2-3 tortureurs qui traînaient par là, enfin, plutôt à Rome. C'était eux qui avaient le pouvoir, mais oui, je voulais. Parce que c'est difficile. Souvent, on est amené à aimer des salauds. Hein. C'est pas évident, et c'est vrai que je voulais une famille. Parce que, évidemment, le rôle de l'écrivain, c'est en tout cas pour moi, hein, c'est pas d'être professeur ou de porter un jugement de valeur. Et c'est une famille de staliniens à cet arrêt. Je voulais quand même aussi une famille apolitique, opportuniste. Le type a torturé à la SAVAK, c'est pas grave, c'est passé, il est passé à autre chose. Mais sans dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Elle veut que sa famille continue à les fréquenter, parce qu'ils font du bien à sa mère, parce que justement, ça sort de la lourdeur, et ça nous est tous arrivé, je veux dire, c'est Mitterrand et Bousquet, hein, pardon, mais ça nous est tous arrivé de fréquenter des salauds pour X raisons. Vous savez, parce qu'on partage de la littérature avec un salaud, ou parce que juste on partage des bons moments, et que souvent le contact humain est plus important que n'importe quelle idéologie, mais je voulais pas qu'il y ait que des méchants staliniens, je voulais aussi des salauds de la SAVAK
qui sont opportunistes et apolitiques. Ça donne, je veux dire, c'est pas le fait d'être politique qui fait des salauds, c'est le fait aussi d'être apolitique. Et j'avais vraiment envie de montrer, encore une fois dans la même idée, qu'il y avait toutes sortes d'exilés. Et mais cette famille, enfin personnellement, je l'adore. J'adorais passer du temps avec eux, mais il n'empêche que le type a torturé, que c'est un opportuniste et c'est un sale type. Mais c'est pas une raison pour un jugement de valeur. Ça, c'est ce qui se fait dans la tête et dans la, j'allais dire, dans l'intimité de la lecture. D'ailleurs, plus on avance dans le livre, plus ce procès de l'idéalisme, en fin de compte, devient, apparaît de plus en plus absurde. Enfin, l'idéalisme devient de plus en plus absurde, et notamment par, bon, là on passe très vite parce qu'après tout le monde connaît l'anecdote, mais pour raconter l'équipée meurtrière de Maupin Florence Ray, voilà, c'est ça. Et qui, en fin de compte, n'avait plus d'idéologie. Il était complètement... Mais non, mais ça m'avait énormément marqué. Moi, j'étais au lycée quand c'est arrivé, et j'étais dans le lycée, j'étais dans un collège tout pourri, dans le 11e. À l'époque, le 11e n'était pas Boboland tout mignon avec le père Bastille, c'était juste dégueu. Et c'était un collège pourri. Et j'avais bien bossé et tout, donc j'ai pu aller dans un super lycée, et évidemment, au lycée Victor Hugo. J'étais un peu fière. Qui est quand même au cœur du Marais, à 2 pas de la place des Vosges, et qui est le plus petit lycée de Paris, donc on ne pouvait pas être mieux. Donc je débarque là-dedans, panique totale dans la famille, mon Dieu, t'arrives à Victor Hugo, ils ont tous des bibliothèques de dingue, donc déjà on partait pas en vacances, mais là en plus j'avais double truc, il fallait que je lise 4 romans par semaine pour arriver armée à Victor Hugo. Bon alors super, merci papa, j'arrive à Victor Hugo, et là je suis passée pour une espèce de pain bêche horrible, j'avais tout lu, ils n'avaient rien lu, ils s'en foutaient complètement, moi je savais que mon Dostoïevski, mon Tolstoï, tout mon Balzac, je suis oh putain, je vais pas encore me faire des amis, bon ça s'est arrangé. En fait, ils ne lisaient pas. Nous, on était encore dans l'idée iranienne que voilà, quand on a la chance d'avoir accès aux livres, on les ouvre et on les lit. Non, en fait, c'est trop de liberté et trop de culture, ça finit par endormir tout le monde, ce qui est dommage. Mais donc, du coup, j'arrive dans ce lycée, j'étais quand même assez heureuse. Puis, donc, il y avait beaucoup de trotskistes, donc ça me changeait un peu des staliniens. Et ils m'aimaient beaucoup parce que j'étais réfugiée politique. Ils trouvaient ça so sexy. Et ils voulaient tous rencontrer mes parents parce que c'était bien de venir se frotter aux révolutionnaires qui ont perdu, au moins c'est des authentiques. Mais surtout arrive l'affaire Florence Ray et comment elle s'appelle, Audrey Maupin. Et là, ils trouvaient ça génial. Moi, je voyais des morts, un pauvre chauffeur de taxi. Les types, il n'en a jamais compris. Enfin, elle était complètement illuminée. Enfin, il n'y avait rien de révolutionnaire, il n'y avait rien de propre. On pique des armes et on se retrouve place de la Nation à tirer sur un chauffeur de taxi. C'était complètement délirant. Mais alors, c'était devenu des espèces de héros. Et là, je me suis dit, non mais ça y est, on est revenu en Iran, quoi, c'est la cata. Mais voilà, il y a toujours une peur panique pour un exilé vis-à-vis de son pays d'adoption qu'il a quitté dans des situations dramatiques, c'est que la même se reproduise. On ne vous raconte pas nos têtes quand il y a eu les attentats ici, je suis pas fière. Mais il y a cette idée-là, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, et c'est vrai que voilà, à ce moment-là, ça devient tellement absurde qu'il n'y a même plus besoin de faire le procès de l'idéalisme. Je veux dire, ces 2 gosses perdus avec une espèce d'idée qui pensent encore que Che Guevara est un gentil chaton. Ce mec est un tortionnaire qui adore le sang, et quand même des passages, des textes de Che Guevara où il parle de sa passion de l'égorgement, du sang, de la mort. Oh, ce type a été le premier à avoir l'idée de génie de monter un camp de redressement pour homosexuels, quoi. C'est pas un gentil, quoi, mais il est beau. Il est beau. Mais oui, je vous dis ça rattrape tout. Donc c'était un peu ça, quoi. C'est un peu tout le monde portait des t-shirts Che et adorait Florence Ray Aubna. Et voilà, et elle préfère l'amour, la culture, elle préfère aller se balader au Père-Lachaise en se rappelant l'histoire de Boulanger ou de Victor Noir, elle préfère l'hermaphrodite endormi du Louvre. Ça fait vachement plus de demain que des Che Guevara qui font au final que des morts, quoi. Et sa victoire à Chirine, sa libération va se faire par le corps, par la sensualité, par la découverte de l'amour, etc. Et, bon, il y a toute une histoire d'amour dont on n'a pas parlé parce que vous la découvrirez en le lisant. Cette découverte du corps, cette sensualité, qu'elle relie d'ailleurs à l'histoire de Colette, vous savez, qui a fait du musical à un certain moment pour... Non, elle a fait mieux que ça. C'est Colette était coincée, elle était coincée avec Willy. Enfin, elle restait quand même 9 ans avec ce type qui l'exploitait affreusement. Donc, mauvaise nouvelle, elle l'a même pas quitté. C'est lui qui l'a foutu à la porte, parce qu'il avait une autre femme qui, elle, mettait la pression pour l'épouser. Mais il n'empêche qu'elle sentait le coup venir, Colette. Et la première chose qu'elle fait, ce que j'ai trouvé vraiment passionnant, et ça j'ai découvert longtemps dans mon obsession du corps féminin, c'est qu'elle s'est installée une salle de sport dans l'appartement. Et 2 ans avant qu'il la foute à la porte, elle sentait certainement le coup venir, commençait à faire du sport, énormément de gymnastique, une espèce de manière de se préparer à la rupture, à la solitude au départ. Et au moment où je découvre ça, je me dis mais Sissi aussi avait fait ça, l'impératrice Sissi, la fameuse et tout,
qui était anorexique, donc comme quoi on n'a pas attendu Elle Magazine pour être anorexique, c'est une vraie maladie. Elle était anorexique, mais surtout elle avait fait ces trucs dingues. Elle avait installé des salles de sport dans tous les châteaux, que ce soit en Hongrie, en Autriche, en Suisse, où elle habitait. Et donc du coup, je me dis, c'est quand même marrant, peut-être c'est ça, à ça que tient la différence fondamentale entre l'Orient et l'Occident, c'est au corps des femmes. Vous voyez, il y a quand même quelque chose d'étonnant. La poésie persane, qui est quand même assez connue pour le fait de célébrer le vin, qui est très mystique, le vin, la chair, c'est à toutes les pages, c'est waouh. Puis à un moment, je m'y replonge et je me dis, mais il n'y a pas de corps. C'est-à-dire le corps des femmes s'arrête là. Alors au maximum, vous avez un grain de beauté tendancieux pas loin des lèvres. Vous avez au maximum une silhouette élancée qui s'éloigne. Mais évidemment, tout est concentré sur le visage, il n'y a pas de corps. Et effectivement, débarquer en France, au Louvre, en l'occurrence, quand on veut le faire bien, on commence par les premières salles, donc les peintures religieuses italiennes, c'est quand même de l'ordre du délire. Passons sur le fait, ça j'ai découvert plus tard, que toutes celles qui sont dessinées, qui jouent la Vierge Marie, bah, c'est toutes des courtisanes ou des putes. Donc le type quand même qui les dessine se dit, non mais attends, elle est trop bombasse, faut quand même qu'il y ait un saint qui dépasse. Donc quand même une fois sur deux, dans les salles consacrées à la peinture religieuse, je veux dire, c'est quand même super beau, à la limite de l'érotisme le plus absolu, avec ces femmes qui jouent la Vierge Marie, c'est incroyable. On passait quand même d'une culture où le visage tient, parce qu'en plus il y a cette spécificité. En Iran, que j'ai découvert la même en Grèce, c'est mon marchand de journaux, qui s'appelle Dionysos, qui est d'origine grecque et qui parle couramment le japonais, qui en lisant mon roman découvre qu'en Grèce aussi, il n'y a pas de femmes aux beaux yeux, comme en Iran. Ça n'existe pas, les femmes ont des beaux yeux et des beaux sourcils. Ben voilà une chose qu'on a en commun avec les Grèces, je ne savais pas. C'est on ne dit jamais d'une femme qu'elle a des beaux yeux, il y a les yeux et le sourcil qui vont ensemble comme en Grèce. Dans toutes les chansons larmoyantes en Grèce d'amour, on ne parle jamais des yeux des femmes, on parle de ses yeux et de ses sourcils. Une différence assez amusante, quoi. Et sur le corps, ça c'est vraiment la rupture, mais vraiment quelque chose de fondamental, une rupture, je pense, civilisationnelle terrible, c'est qu'en Orient, le corps de la femme, même si voilà, il est loué d'une manière très lointaine, il n'existe pas, il n'est pas palpable, alors que vous arrivez en Occident, c'est juste spectaculaire. Je veux dire, les femmes non seulement ont inspiré sur des tableau historique, c'est une figure féminine, c'est quelque chose qui existe dans la peinture. Au moment du néoréalisme italien, je veux dire, quand le cinéma change radicalement du tout, on va filmer autrement, penser autrement, qui s'impose les figures féminines, alors qu'en France, on est encore dans le syndrome de la ça a quand même son importance, le syndrome de la tondue, donc de la mauvaise femme qui avait couché avec l'Allemand. Donc tous les personnages féminins en France après-guerre dans le cinéma, c'est des femmes cruelles, fatales, qui trahissent le gentil Michel Simon, enfin c'est absolument le gentil gamin, c'est horrible. Alors que l'Italie va on peut dire comme quoi le corps, toujours le corps de la femme, le corps de la pécheresse, mais en Italie ça va être la Magnani, ça va être incroyable, ça va être Lucia Bosé, ces choses, elle représente à chaque fois le demain. Donc toute la culture occidentale, depuis la Grèce, est basée sur l'importance du corps féminin. Qu'elles n'aient pas eu accès au pouvoir, au droit, quelque part j'allais dire, c'était pas le tempo, c'était pas du tout le moment où la question ne se posait pas comme ça. Les étaïrs, en l'occurrence les courtisanes de la Grèce antique, elles avaient le droit de gérer leur pognon. Alors il fallait accepter l'opprobre social, mais il n'empêche que tous les politiques, les poètes, Praxitèle et toute la bande allaient bouffer chez elles et pas chez leurs bonnes femmes où ils se faisaient chier. Mais ces étaïrs pouvaient et contrôler leur compte en banque et avoir leur argent exactement comme les courtisanes, dont parle Simone de Beauvoir. Je sais qu'on n'aime pas ces pages-là, mais c'est quand même notre histoire. Notre liberté, notre indépendance, et nous vient davantage des courtisanes que des femmes au foyer. C'est elles qui avaient les seules femmes en France qui avaient le droit de gérer leur compte en banque et de les gérer seules, c'était les courtisanes. C'était la Belle Rose, Suzanne de Pugy, c'était Émilienne d'Alençon. C'était les seules qui avaient le droit de gérer une femme mariée, même très riche, avec un homme incompétent qui n'avait pas une thune. C'était l'homme qui gérait, sauf les courtisanes. Mais il fallait accepter d'avoir mauvaise réputation, ce qui n'est pas une chose facile. Mais sous cette différence du corps féminin, l'importance que ça a dans l'histoire, dans l'art, dans la culture, je pense que c'est... À un moment, la gosse le dit, et je pense que je me le suis dit aussi, putain, l'exil donne une chance exceptionnelle à une femme venue d'Orient, c'est de choisir son corps. C'est de décider quel est ce corps, comment il se meut, comment il désire, comment il bouge, ce qui est absolument impossible en Orient, où il y a encore trop de tabous, trop d'interdits. C'est même pas la question qu'il soit couvert. Dans l'Iran de mes tantes et tout, elles portaient des mini-jupes, moi je vois des photos d'anniversaire, elles ont 18-19 ans, elles vont, même des photos que vous pouvez trouver, vous tapez Afghanistan 1970, Iran 1960, c'est de l'ordre du délire. Je veux dire, dans toutes les grandes villes, ça c'est en jupe, c'est beau, c'est libre, c'est tout ce que vous voulez, mais les mentalités n'avaient pas évolué. C'est pour ça, on se demande, mais comment on a pu passer de la mini-jupe aussi rapidement au voile? Mais c'est parce que le mouvement de fond ne s'était pas fait. C'est que personne n'avait constaté qu'il n'y avait pas de corps de femme dans la poésie. Il n'y avait pas de salle de sport. Là, il y a une salle de sport qui est ouverte à Téhéran. Bon, elles sont pas encore au point, elles se maquillent pour y aller, mais on va s'en sortir d'ici 10 ans. Mais il y a quand même une volonté de se réapproprier le corps. Et je pense que la chance de cette gosse, ce qui fait sa liberté, c'est soit la culture, mais c'est le fait
d'accepter qu'elle possède son corps, qu'il a elle, qu'elle décide de ce qu'il fait, et qu'elle se détache du fait de n'être plus qu'un visage et un grain de beauté, quelque part, et qu'en se choisissant son corps, elle choisit la liberté. Donc ça c'est important. Et le corps féminin, mais vraiment toutes les engueulades d'aujourd'hui des féministes, ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, c'est autour du corps. C'est au cours du corps. Il y a, qu'on le veuille ou non, il y aura toujours deux camps. Il y aura les puritaines et les autres, et toutes les engueulades. Donc, je suis une grande passionnée du féminisme des débuts du siècle. Il y avait Marguerite Durand, Madeleine Pelletier, Nelly Roussel, ces femmes tellement exceptionnelles. Et au point que Marguerite Durand, quand même, qui a créé le premier syndicat de travail pour les femmes, accessoirement aussi créé le premier cimetière pour animaux d'Anières, qui a quand même glissé à son amant René Vivian la création, le premier ministère du Travail, existe parce que Marguerite Durand en avait eu l'idée. Si elle n'avait pas glissé, on n'aurait pas jamais eu de ministère de Travail. Elle était vraiment exceptionnelle. Première femme, 1895. Elle monte le premier journal, La Fronde, on l'appelait le temps en jupon, tellement ça cartonnait.